Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des rêves éveillés. Je suis Simba, créateur de jeux d'aventure spécialisés dans le jeu de rôle en grandeur nature. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers d'un jeu de rôle grandeur nature qui sort de l'ordinaire. Un projet que j'ai baptisé l'Éveil. Pour ceux d'entre vous qui sont curieux de connaître les origines de cette aventure, jetez un œil à l'épisode numéro 1. C'est là que tout a commencé. Rappelons brièvement de quoi il s'agit. Imaginez un jeu qui s'infiltre dans votre vie de tous les jours. Vous pourriez être un agent secret ou un membre d'une société secrète. Et à n'importe quel moment, votre routine peut basculer. Un appel inattendu, un email mystérieux, et vous voilà au cœur d'une intrigue qui brouille les frontières entre la réalité et la fiction. Monsieur le Président, ça recommence. On est un peu occupé là. Quoi, ça recommence? L'heure de l'éveil a enfin sonné. Ça fait déjà 4 ans que je navigue professionnellement dans le monde du jeu. Mon quotidien, c'est un mélange de création de séjours jeux de rôle pour la jeunesse, de serious games et d'ateliers immersifs pour les entreprises. Mais il y avait toujours cette petite flamme en moi pour les jeux de rôle grandeur nature organisés spécifiquement pour les adultes passionnés. C'est pourquoi j'ai remis au goût du jour mon vieux concept en l'adaptant à l'ère d'Internet. L'idée de jeu que nous appelions alors jeu de rôle grandeur nature en temps réel a évolué. À présent, je souhaitais nommer cela jeu de rôle grandeur nature massivement multijoueur en temps réel. Oui, c'est un nom un peu pompeux, mais il capte bien l'esprit de ce que je voulais créer, une aventure hors norme et immersive. Pour s'inscrire, les joueurs devaient répondre à tout un tas de questions. Certaines étaient classiques, d'autres servaient à construire le personnage, et il y en avait même quelques-unes qui étaient des curiosités pour pimenter le processus. C'est un peu comme dans le film The Game, où le jeu commence dès le processus d'inscription. Une fois passée cette étape, les joueurs accédaient au site du jeu. Là, ils pouvaient gérer tout leur univers, leurs personnages, leurs ressources, suivre les news du journal que nous avions, Notre Monde, un journal virtuel, et bien sûr interagir avec d'autres joueurs à travers des blogs et des forums. Dans l'Odyssée de l'éveil, chaque joueur a tracé une ligne colorée dans le tissu du jeu, tissant une tapisserie d'histoire et de caractère. Les pionniers, ces vétérans des premières années, étaient l'épine dorsale de notre aventure, apportant leur expertise et leur passion indéfectibles. Parmi les nouveaux venus, attirés par les stands que j'avais par exemple lors d'événements comme le Festival international du jeu à Cannes, se trouvaient des curieux et des novices. Leurs yeux brillants d'excitation et de curiosité ont rafraîchi l'atmosphère du jeu. Ces débutants, bien que parfois étrangers aux intrications de jeux de rôle, de réalité, ont sauté dans l'arène avec un enthousiasme contagieux. L'un des aspects les plus surprenants fut l'arrivée de groupes de travailleurs sans aucun lien préalable avec les mondes ludiques. Ils ont découvert dans l'éveil une manière unique de tisser des liens, d'expérimenter des dynamiques de groupe, de faire du team building de manière hors du commun. Les associations ludiques de jeux de rôle et de jeux de rôle grandeur nature, avec leur esprit de corps, ont rejoint l'aventure, amenant avec elle une vague d'énergie nouvelle. Et puis, il y avait ces joueurs isolés, des individus sans racines dans le monde fantastique ou rôlistique. Ces solitaires, initialement une minorité, ont fini par constituer la majorité des participants, apportant avec eux de nouvelles perspectives et idées. Le jeu a également attiré des profils atypiques et inattendus, des coins les plus reculés et divers de la société.
Un groupe vivant dans un tiers-lieu en pleine montagne, des amateurs d'ambiance de donjons SM, une brigade de restauration d'un lieu libertin, une équipe sportive de Laser Quest, ou même un cabinet d'avocats ont tous trouvé leur place dans l'histoire et la dynamique qu'offrait alors l'éveil. Ces participants ont non seulement enrichi le jeu de leur unicité, mais ont également élargi les horizons de tous les autres joueurs. Les anecdotes et histoires personnelles que ces joueurs ont apportées au jeu étaient aussi variées que fascinantes. Cette diversité a créé un kaléidoscope d'expériences dans l'éveil. Chaque joueur, avec son background unique et sa personnalité, a ajouté une nuance particulière au jeu, le rendant vivant et imprévisible. La richesse de l'éveil résidait dans ce mélange éclectique de participants, chacun apportant une pièce au puzzle complexe et fascinant de notre aventure commune. Une dimension cruciale de l'éveil résidait dans son aspect numérique, une innovation qui a marqué une évolution significative dans le déroulement du jeu et par rapport à son ancienne version développée à la fin des années 90. Après l'inscription, qui était déjà une plongée dans l'univers du jeu, grâce à ce questionnaire détaillé, les joueurs accédaient à un site internet spécialement conçu. Ce portail numérique était leur interface pour une gestion immersive de leurs personnages. Ils y géraient donc leurs compétences, leurs ressources et même leur réseau virtuel, reflétant leur position et leurs alliances dans le monde du jeu. Le site offrait également un espace pour un journal de bord où les joueurs retraçaient leurs actions et interactions, créant ainsi une archive vivante de l'évolution du jeu. Cela me permettait, en tant qu'organisateur, de suivre le pouls du jeu, d'ajuster les scénarios en conséquence, d'intégrer les contributions des joueurs dans la trame globale et d'avoir un œil non seulement sur l'ensemble des actions et réactions, mais aussi par rapport à chaque scène et mise en scène, d'avoir ainsi les différents points de vue de chacune des situations. En plus de ces fonctionnalités, le site hébergeait donc Notre Monde. C'était un journal hebdomadaire fictif qui relatait les événements clés du jeu, créant un sens d'interconnectivité et de cohérence à travers l'ensemble des scénarios. Cela permettait, dans le cadre des enquêtes aussi, de diffuser quelques indices, quelques éléments qui allaient permettre aux joueurs de pouvoir faire avancer leurs différents scénarios d'investigation. Le site était également un hub vers les blogs, les forums et d'autres sites gérés par les joueurs eux-mêmes, renforçant ainsi l'aspect communautaire et collaboratif de l'éveil, tout autant que son intrication aux frontières de la réalité et de la fiction. Cette approche numérique a non seulement rendu le jeu plus accessible et plus flexible que ce qu'il était auparavant, mais aussi il a enrichi l'expérience de jeu en offrant de nouvelles façons d'interagir et de s'immerger dans l'univers proposé. Maintenant, laissez-moi partager avec vous quelques anecdotes qui illustrent la richesse et la diversité des expériences au sein de l'éveil dans cette version plus professionnalisée de jeux immersifs et continus organisée alors par l'agence Rêves éveillés. C'est un jeu de rôle en grandeur nature, c'est-à-dire qu'on ne reste pas planté derrière son ordinateur. Les actions, les investigations se font dans la vraie vie. Les rencontres avec les autres joueurs ne se font pas que par messagerie ou par téléphone. Elles se font directement en rencontrant de vrais joueurs. Mission recule. Reste calme. Il y avait ce couple. Lui avait été inscrit à l'aventure par son directeur, qui souhaitait faire emploi de l'éveil comme d'une activité team building, solidarisant ses employés autour d'une dynamique de loisirs commune. Ensemble, ils interprétaient un groupe mafieux avec son parrain, son conciliaire et juridique, ses hommes de main et ainsi de suite. Elle n'était pas du tout du genre joueuse, mais elle observa son conjoint sombrer doucement mais sûrement dans la parano ludique,
dans l'emportement, l'excitation de la scénaristique et des mises en scène qu'il vivait jour après jour, de manière toujours plus intense. Elle prit donc contact avec l'organisation du jeu pour s'inscrire à l'aventure, mais elle voulait être sûre que son conjoint n'en serait pas informé. C'était parfait. J'en fis donc un agent secret des services gouvernementaux rattachés à un réseau national de lutte contre les mafias. Il fallut plusieurs semaines avant que, par une simple négligence, il découvre son appartenance au service de police par une carte de compétences qui, par inadvertance, dans le salon, allait glisser de son portefeuille, tandis qu'elle était dans la salle de bain en train de se doucher. Il l'interpella alors depuis la salle à manger en l'insultant de traîtresse, lui avouant ce qu'il venait de découvrir. Quel plaisir délicieux ce fut pour moi de lire le rapport qu'elle rédigea à ses supérieurs, racontant comment elle avait anticipé le fait et dissimulé une arme dans sa salle de bain. Sortant de là, à peine couverte, l'arme à la main, elle fit face à son conjoint et le dessouda de quelques pchit-pchit de son pistolet à eau, mettant ainsi son personnage de mafieux hors d'état de nuire. Dans notre aventure, les forces de police, souvent, ne valaient pas mieux que les groupes mafieux. Un jour, quelques agents réussirent à mettre en avant l'identité d'un passeur travaillant pour des trafiquants d'antiquités volées. L'un d'entre eux, dans la vie, était un artisan. Il avait un camion qu'il s'empressa alors de vider. Avec les autres joueurs policiers de son secteur, ils décidèrent alors d'aller cueillir cette petite frappe travaillant au service de ce réseau illégal. Il s'avère que dans la vie, ce jeune mafieux était livreur de pizza. Dans le jeu, c'était pratique quand il devait porter quelques objets antiques d'un bout à l'autre de la ville. Lorsque les joueurs interprétant les policiers mirent la main sur lui, le chargeant, lui et sa mobilette dans le camion, partant tout de go pour un petit tour jusqu'à un parking isolé à l'extérieur de la cité. Là-bas, ils mirent en place une simulation d'interrogatoire musclée. Qui de droite, qui de gauche, le camion fit tanguer. Une fois l'information obtenue, le joueur et sa mobilette furent déposés dans un coin isolé, bien loin de son circuit de livraison. Pour clarifier un peu les choses, la simulation de l'interrogatoire était conditionnée, cadrée par des règles de mise en scène et d'interaction de compétences tout à fait théâtralisées et prévues par le jeu. Quant au livreur de pizza, il dut bien passer un peu de temps à s'expliquer auprès de son patron concernant sa disparition. Cela ne mit pas en péril son emploi. Mais ce type de mise en scène, ayant eu lieu plusieurs fois, me permit, en tant qu'organisateur, de prendre conscience de l'impératif besoin de cadrer tout cela par rapport aux disponibilités des joueurs avec le système de jeu lui-même. Mais tout cela ne serait véritablement solutionné que dans la version la plus aboutie du jeu, celle dont je vous parlerai dans un prochain podcast. Et j'ai même vu des kidnappings mis en scène. Un truc de malade. Allez, on se casse! L'un des joueurs, dans la vie, était avocat. Dans le jeu, il incarnait le rôle d'un important juge d'État. Revenons un peu sur la dynamique des mafieux. Il fut approché, corrompu par le conciliaire d'une grande famille, qu'il rencontra alors au sein même du palais de justice où il travaillait. Bonjour l'ambiguïté entre le jeu et la réalité. Mais l'anecdote ne se termine pas là. En effet, lorsque le mafieux sortit du palais de justice, alors que 2 camions de CRS étaient là, postés certainement par le fait qu'il devait y avoir à ce moment-là le jugement d'un truand important ou ce genre de choses, quand le mafieux sort du tribunal, devant cet ensemble policier, 2 joueurs en scooter débarquent alors au pied des marches du palais, l'un d'entre eux sortant un lance-missile Nerf, certes, mais tout de même, pour tirer son missile en mousse en direction du joueur incarnant le mafieux. Il y eut
eu ce petit moment de flottement où les joueurs et les policiers se sont regardés se demandant si la mise en scène ludique avait été proprement comprise ou non. Très clairement, il y a un certain nombre de scènes que nous avons vécues durant ces années-là, qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas un instant prendre le risque de laisser faire les joueurs. Quand on voit dans les faits divers réels que parfois une personne se fait abattre par un policier pensant que celui-ci ou celle-ci portait une bombe ou une arme, il est évident que le nombre de scènes d'action que nous avons eues sur la voie publique aujourd'hui pourrait prêter à confusion. Quoi qu'il en soit, il était interdit aux joueurs de customiser leur pistolet à eau ou leur nerf parce que je souhaitais que leurs accessoires restent clairement identifiables comme étant des jouets. Fort heureusement, nous n'avons jamais rencontré de situation qui prête à quiproquo avec les forces de l'ordre. Mais l'époque n'était pas la même. Nous n'avions pas vécu les malheurs de Charlie Hebdo ou du Bataclan. Le monde d'aujourd'hui n'est plus le même. Et ce format de jeu, clairement, ne pourrait plus être réalisé dans la même dynamique. Encore une mise en scène mémorable. Je me souviens du moment où 3 grandes familles mafieuses décident d'enterrer la hache de guerre pour ensemble faire face aux forces de police. Les parrains se sont mis d'accord pour se rencontrer dans un bar à absinthe, une sorte de cave magnifique, un lieu parfait pour cette rencontre. Au cœur d'une zone piétonne, le lieu fut bouclé des 3 rues qui y menaient. L'une des rues était filtrée par des joueurs costumés comme s'ils appartenaient à un clan de la Cosa Nostra de la première moitié du XXe siècle. Longue veste, borsalino sur la tête, scrutant du regard tous les passants qui souhaitaient pénétrer le secteur. Une seconde rue était encadrée par des genres de Men in Black qui donnaient l'impression qu'une star internationale ou une grande personnalité s'était retrouvée dans le quartier. La 3e rue, elle, était occupée par un gang de voyous, une mafia interprétée par des adolescents et des jeunes adultes qui jouaient à être ce qu'ils n'étaient pas, des racailles de quartier particulièrement caricaturés. Il est drôle de lire les témoignages de chacun de ces joueurs qui tout à la fois saisissent l'ambiance et l'impression qu'ils sont en train de poser sur ces rues, tout en décrivant le stress et le trac qu'ils ressentent à se mettre ainsi sur un lieu public dans une situation plus que troublante, complétant le phénomène de parano ludique que je décris dans le premier podcast traitant du sujet. Il y avait typiquement ce type de mise en scène qui provoquait dans le cœur de chaque joueur une montée d'adrénaline qui ne pouvait être comparée à aucune autre expérience de la vie, tout aussi ludique soit-elle. L'un des premiers scénarios que je mis en place dans cette nouvelle version de l'éveil mettait en scène un tueur en série qui avait une manière toute particulière de mettre en scène ses victimes. On était typiquement dans une scénaristique de thriller telle que celle que l'on peut retrouver au cinéma ou dans nos séries télé. Le tueur réussissait chaque semaine à faire tomber une victime dans un lieu si éloigné du précédent que les enquêteurs étaient au départ convaincus qu'il s'agissait d'un réseau et non pas d'une seule personne. En fait, le joueur interprétant ce tueur était conducteur de train. Et à chaque fois qu'il passait dans une grande ville, avec l'autorisation exprimée des collègues qu'il mettait en scène, il m'envoyait une photo du meurtre, de la situation et des conséquences, pour ainsi valider son action de jeu. Cela me permettait de rédiger un article dans Notre Monde, détaillant la victime, le lieu et un certain nombre d'indices qui allaient pouvoir mettre les enquêteurs sur la voie du tueur. Un jour, je ne sais plus comment il a fait. Il me semble de souvenir qu'il s'agissait d'un pirate informatique.
Il a peut-être réussi à mettre la main sur des messages. Bref, un jour, un joueur réussit à identifier le fait que le tueur est un conducteur de train. Il mène son enquête et finit par localiser l'assassin. Tant et si bien qu'un jour, il réussit à monter dans le train. L'enquêteur en question avait vu son portrait diffusé dans le journal déjà à une ou deux reprises liées à des affaires auxquelles il avait été mêlé. Et quand il était sur le quai de la gare et qu'il est monté dans le train, il fut aperçu et reconnu par le conducteur qui interprétait le tueur en série. Je me souviens de l'excitation transmise de l'enquêteur quand il m'a raconté cette scène. Pensant être au départ passé incognito, il s'est retrouvé dans un wagon, lorsque tout à coup, la climatisation fut montée à fond. Les microphones du wagon se sont alors allumés et la voix du conducteur s'est fait entendre, lui disant « Je sais qui tu es, je sais que tu es dans ce train. Tu m'as peut-être trouvé, mais tu ne pourras jamais m'arrêter. » Le joueur enquêteur me raconta à quel point son cœur bondit dans sa poitrine, à la limite de lui en percer la cage thoracique pour aller rebondir sur le sol tel un poisson hors de l'eau. Au final, le conducteur de train ne réussit pas à s'échapper. Il fut ainsi arrêté et la continuité de ces massacres fut enfin stoppée. Puisque nous sommes sur la thématique des tueurs en série, il y en a un autre dans un scénario quelques années plus tard. Initialement, ça n'était pas quelque chose de prévu et programmé dans le jeu. C'est l'initiative même du joueur qui entra cette scénaristique au sein du jeu. Le joueur était quelque peu géographiquement excentré. Il me semble même que de tout son département, il était le seul éveillé. Il décida donc de développer son personnage à la façon d'un psychopathe tueur en série. Il allait ainsi occuper nombre d'enquêteurs et de policiers lancés à ses trousses. L'essentiel de l'interaction de ce joueur passait par la rédaction de son carnet de bord, son journal intime. J'allais donc puiser dans la fiction qu'il rédigeait les éléments qui allaient me permettre la publication des articles et qui petit à petit allaient distiller les indices qui accompagnaient la police jusqu'à son arrestation. Je fus tellement troublé par la qualité d'écriture de ce joueur qu'à l'époque j'étais même allé consulter un spécialiste de manière à être rassuré sur le fait qu'il s'agissait simplement d'un bon auteur et non pas d'un véritable psychopathe. Je m'étais donc retrouvé moi-même victime de mon jeu, à la frontière entre la fiction et la réalité, commençant à en voir les lignes se troubler. T'es mort! L'éveil, c'est une autre réalité dans votre réalité. L'éveil, c'est une toute nouvelle génération de jeux massivement multijoueurs en grandeur nature. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vas-y, t'es l'antenne. Citoyens, ne faites pas confiance aux pays. Une dernière anecdote de joueur et pas des moindres. Un joueur interprétant un délégué ministériel, détaché par je ne sais plus quel ministère occulte, prévoit de traverser la France en avion pour aller rendre visite à un réseau ésotérique qu'il souhaitait intégrer dans l'appareil étatique. Le personnage était si important que la gestion de son déplacement fut un véritable tremblement. Les joueurs interprétant les forces de police furent alors mobilisés pour gérer l'accueil de cette personnalité. Mais comme de bien entendu, organisations mafieuses, terroristes et sociétés de sorciers finirent par être informés de ce déplacement sous haute sécurité. Le jour de son arrivée à l'aéroport, en tout et pour tout, il devait y avoir au moins une vingtaine de joueurs présents au sein de la structure. La moitié d'entre eux étaient là pour le tuer. Une partie était simplement là pour espionner, tandis que le reste des joueurs était là pour le protéger. Comment vous dire le nombre de faux pistolets qui étaient cachés sous les manteaux ?
J'avais même un joueur qui avait réussi à pénétrer l'enceinte avec une fausse ceinture d'explosifs. Lorsque je suis passé sur les comptes rendus de cette mise en scène, je me suis demandé comment et pourquoi je n'avais pas reçu d'appel désespéré de mes joueurs véritablement enfermés en garde à vue par la véritable police. Le jeu est resté le jeu. Aucun joueur ne fut inquiété ou n'a troublé l'ordre public. Mais combien de fois cela aurait pu être le cas ? Nous sommes la foi véritable, Kobar, et notre seul maître. De nouvelles religions sont apparues, il y a des cartels mafieux, des sociétés secrètes, des... Il est derrière de nombreuses entreprises de haute technologie. Ne le laissez pas prendre possession de notre humanité. Est-ce que des personnes malveillantes auraient pu infiltrer nos groupes de jeu et poser de véritables problèmes ? Ce ne fut jamais le cas. Mais infiltrés, nous l'avons été de nombreuses fois. La Fédération française de jeux de rôle en grandeur nature, à l'époque, n'aimait pas du tout les expérimentations ludiques que je menais, ces aventures que j'organisais année après année. Ils avaient peur que je mette en danger l'image et la notoriété du jeu de rôle en grandeur nature sur le territoire français. Ils ont donc envoyé des membres de leur réseau de confiance participer à nos actions, histoire d'être sûrs. Le bilan est qu'ils se sont bien amusés. C'est ce que les joueurs en question ont bien fini par m'avouer. Un jour, un groupe tout entier de joueurs a littéralement disparu des radars pendant presque 2 semaines. Tout le monde était convaincu qu'il s'agissait d'une conséquence scénarisée un peu abusée. Seulement, ça n'était pas le cas. Ce que j'appris, c'est que ces joueurs étaient des anarchistes activistes, membres de ce qu'aujourd'hui nous pourrions appeler Black Bloc ou Eco Warrior. J'ai alors appris que les services de renseignement français avaient fait éruption chez eux, les avaient embarqués, eux et leurs ordinateurs. Je trouvais la situation cocasse. Moi qui suis plutôt un sympathisant de ce type de mouvement, je ne fus pas alarmé par la situation, d'autant plus que c'était de bons joueurs. Mais une fois de plus, avec le temps, je me demande si ce fut à ce moment-là ou avant que les services de renseignement français ont décidé de garder un œil sur nous. Mais cette histoire et tous ces détails, je vous les réserve pour un prochain podcast. Serez-vous de la partie ? C'est le côté du miroir. Nous voici à la fin de ce second podcast dédié à l'éveil, cette aventure ludique qui a brouillé avec brio les frontières entre fiction et réalité. Aujourd'hui, vous avez plongé dans les récits et témoignages de nos joueurs audacieux, explorant la diversité, la richesse et les risques de leurs expériences au cœur de ce jeu grandeur nature exceptionnel. L'éveil ne se limitait pas à un simple jeu. C'est une mosaïque vivante de passion, d'interaction humaine et de créativité débordante. Chaque joueur a contribué à tisser une toile d'histoire et de moments mémorables, constituant le cœur palpitant de cette expérience unique. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette seconde exploration de l'éveil. J'espère que ces récits vous ont inspiré, vous ont amusé, ou peut-être même ont éveillé en vous l'envie de participer un jour à une telle aventure. Restez à l'écoute de nos prochains épisodes, nous aurons l'occasion de découvrir un article Gonzo rédigé par une journaliste qui a infiltré le jeu. Puis, nous explorerons la naissance de l'agence Puppet Master et la version la plus aboutie de l'éveil. Avec une partie qui, malgré nous, s'est étendue sur une année entière, marquée par des mises en scène parmi les plus spectaculaires de notre histoire ludique. N'oubliez pas de liker, partager et commenter ce podcast,
Vos interactions sont précieuses et me guident dans la création de contenus que j'espère toujours plus captivants. Partagez vos anecdotes, vos questions ou vos suggestions en commentaire. Je suis Simba, votre guide, dans le monde fascinant du jeu de rôle en grandeur nature. En attendant nos prochaines aventures, conservez votre esprit joueur et continuez à explorer les mondes imaginaires. Rendez-vous très bientôt sur la chaîne des rêves éveillés pour de nouvelles narrations.